Salut Catherine. Salut Pierre. Salut Pablo. Salut, salut. Bon, alors on s'est dit, lendemain d'élections régionales et départementales, qu'on se faisait un petit brief de la rédaction, débrief de la rédaction de Regard, avec nos regards avisés. Allez, d'abord, évidemment, un mot quand même sur le premier enseignement de ce scrutin. C'est évidemment l'abstention, abstention record sous la Ve République, si on met de côté les référendums, 2 référendums, je crois. Moins d'un électeur sur 3 s'est déplacé. Moins de 2 électeurs jeunes sur 10 s'est déplacé, je crois. C'est la faute à qui, Catherine? Je pense d'abord qu'il y a eu une sorte de mélange des genres entre des élections locales et une course de petits chevaux nationale. C'est-à-dire qu'on a à la fois un peu parlé, mais pas beaucoup parlé des enjeux régionaux et encore moins des enjeux départementaux. Et quand on a parlé politiquement, on a parlé simplement de savoir qui allait émerger pour les élections présidentielles ou quel candidat allait conforter un autre candidat pour l'élection présidentielle. Donc je pense que déjà, la politisation de cette élection, elle s'est faite au travers du pire, c'est-à-dire simplement de l'émergence d'une candidature à l'élection présidentielle ou du soutien à une candidature à l'élection présidentielle. Ce qui fait qu'en fait, l'élection, elle a été relativement peu politique. Et je crois que quand une élection n'est pas politique, quand les enjeux politiques ne sont pas clairement exprimés, eh bien, il y a une démobilisation, une démotivation de l'électorat et en particulier de l'électorat populaire et de l'électorat jeune, ce qui explique cette très forte abstention, alors incroyable chez les jeunes, parce que c'est 15% des jeunes de 18 à 4 ans qui sont allés voter. Moi, je pense qu'il y a eu un vrai défaut de politisation, c'est-à-dire d'enjeux clair lors de cette élection et on a cru qu'on l'avait nationalisé en envoyant des ministres, en faisant des choses trappes à gauche, à droite. C'était le pire de la politique. Pablo, tu as le sentiment qu'il y a une espèce de banalisation justement de cette abstention qui est record d'élection en élection à chaque fois? Moi, je pense que c'est un enseignement politique. Je pense que cette abstention, elle est politique, en fait. C'est un acte politique de la part de beaucoup de gens. Hier, il y avait des sondeurs et des spécialistes de l'opinion sur les plateaux qui disaient les gens ne sont pas allés pas voter parce qu'ils avaient piscine ou parce qu'ils avaient mieux à faire ou parce qu'il faisait beau, etc. Comme auparavant, on justifiait parfois l'abstention. Non, non, là, les gens, ils n'y sont pas allés. Mais ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne veulent plus participer aux élections. Alors, ça pose énormément de questions quant à, en fait, Catherine parlait de la campagne. Moi, je crois que il faut prendre il faut regarder le temps encore plus long. Ça fait de longtemps en fait que l'abstention augmente. Donc, je pense qu'il faut aller chercher les raisons encore plus profondément sur en fait la façon dont fonctionne notre vie démocratique. Et notre vie démocratique aujourd'hui, elle fonctionne avec des élections qui arrivent tous les 2 ans, en gros, entre les élections nationales et les élections locales. Je pense que c'est pas suffisant en fait pour que les gens se sentent partie prenante en fait de la démocratie. Et surtout, mais peut-être qu'on va en parler après, mais je pense aussi que ça pose la question en fait de la souveraineté populaire. Hier, il y avait beaucoup de gens sur les plateaux, etc., qui parlaient de la crise de la légitimité, le problème de légitimité. Mais ça, c'est se placer du point de vue des gens qui vont être élus. Mais si on se place du point de vue en fait des gens qui n'ont pas voté, ça pose la question de la souveraineté. Parce que ces gens-là, enfin, on a envie en fait d'être en démocratie, donc il faut qu'il y ait une souveraineté du peuple. Et si la souveraineté du peuple ne s'exprime plus par les urnes, il faut se poser la question de comment est-ce qu'elle va s'exprimer. Alors, on a eu en plus ces dernières années des petits exemples quand même, enfin, avec par exemple les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ce sont des gens qui globalement ne votaient pas ou n'étaient pas très intéressés par la vie politique institutionnelle, qui se sont mobilisés, qui ont occupé les ronds-points, qui ont occupé l'espace public et qui ont dit voilà, nous c'est comme ça qu'on va exercer notre souveraineté populaire. Et je pense que les 70% d'abstention, enfin les 68 et des poussières d'abstention d'hier, je pense que c'est ça en fait qu'ils nous disent. C'est que les gens vont dire ok, nous on va bypasser, on va passer à côté, on va dépasser en fait le vote pour aller exercer notre souveraineté populaire ailleurs. Mais je parle des Gilets jaunes, mais ça peut aussi être dans les associations, dans les entreprises, dans les luttes sociales. Enfin, il y a plein d'endroits en fait où les gens, à mon avis, vont avoir envie d'exercer leur souveraineté.
Moi, je trouve ça bizarre d'employer ces termes de souveraineté. Je ne le reprendrai pas tout à fait dans ces termes, parce que je ne sais pas si on exerce sa souveraineté dans une association, dans son entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'il me semble que à cette élection, encore plus que dans une élection présidentielle, parce que quand même le niveau d'abstention n'est pas identique dans une élection régionale ou dans une élection présidentielle. En élection présidentielle, les gens ils ont encore le sentiment d'intervenir sur quelque chose qui compte et qui pèse. Ce n'est plus le cas sur les élections régionales, mais les élections locales. Et je disais tout à l'heure que vraiment il y avait une absence totale de clarté sur les enjeux politiques de ces élections. Mais ce que je retiens dans ce que tu dis, Pablo, c'est qu'il y a certainement un problème très sérieux de manière de faire un discours qui réduit les citoyens à des soutiens. C'est-à-dire qu'on appuie, on soutient une politique et on n'est pas acteur de cette politique. Le problème, c'est comment on fait pour être acteur. C'est-à-dire comment on fait pour que ce soit... ce n'est pas, à mon avis, simplement une articulation entre de la démocratie participative et la démocratie élective, représentative, mais c'est que le discours politique doit lui-même être beaucoup plus ancré sur la puissance, la participation, l'action des citoyens collectivement et individuellement. Et à mon avis, je pense que peut-être qu'on aura l'occasion cette fois-ci à d'autres ou à d'autres occasions d'y revenir. Il me semble qu'il s'agit là d'une question essentielle pour repenser un discours, en tout cas un discours de gauche qui soit transformateur. Encore un mot sur la question de la participation. On a l'habitude dans les précédents scrutins de voir, ou en tout cas d'estimer que quand il y a une abstention forte, ça joue favorablement en général au Rassemblement national. Or, c'est l'autre leçon de ce scrutin. Le Rassemblement national perd 9 points, donc il n'est pas du tout aussi haut tel qu'il avait été estimé. Est-ce que c'est une réalité nouvelle que de dire que finalement l'abstention ne profite plus véritablement au Rassemblement national ? D'abord, ce n'est pas tout à fait certain que le Rassemblement national était si haut qu'on le jugeait. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quand même un effet de déformation des débats qui ont été complètement hystérisés et qui ont donné le sentiment que tout gravitait autour des thématiques de la sécurité, de l'immigration, etc. Ce n'est pas parce que c'est l'agenda médiatique ou des forces politiques que c'est l'agenda des gens. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que j'en reviens à mon tout premier point du départ, c'est-à-dire que si les enjeux n'apparaissent pas clairement, les électeurs populaires et jeunes, c'est-à-dire là où le Front National finalement, ou le Rassemblement National tire ses forces, ne se sentent pas concernés par ces élections. Alors hier soir, ils ont sonné le tocsin et l'alarme pour essayer de mobiliser leur électorat. Je ne crois pas que ça servira à grand-chose parce que le problème, c'est que ce sont des élections qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes véritablement en essayant, alors eux, pour le coup, de se tromper des niveaux et des échelles. Ils n'ont pas su parler, au fond, des territoires, alors qu'ils veulent en faire aussi un objet politique, mais ils n'ont pas réussi à construire ce discours. Tu as entendu la déclaration de Marine Le Pen, Pablo, j'imagine, hier, elle a été très virulente à l'égard de son électorat, qu'elle a appelé au sursaut, à se mobiliser. C'est avant tout une défaite de Marine Le Pen, ce faible score du Rassemblement national, qui reste quand même très élevé, mais qui fait beaucoup moins que les précédentes élections. Oui, je pense que de toutes les façons, à écouter tous les candidats et les représentants du Rassemblement national hier, oui, ils concédaient en fait que c'était un échec, que c'était un revers en fait pour leur parti. Mais il y a quand même un truc marrant, c'est que hier, effectivement, j'ai l'impression que quand on regardait les plateaux, etc., et même la façon dont aujourd'hui c'est traité dans la presse papier, on ne parle que du Rassemblement national et du positionnement, de quel positionnement tel parti va adopter face au Rassemblement national. C'est-à-dire que, encore une fois, alors même en fait qu'ils ne sont pas la première force ni la deuxième force, mais la troisième ou la quatrième force, eh bien, c'est quand même eux qui sont au centre des débats. Et hier, ils ont fait aussi le tour des plateaux. Et même lorsqu'ils n'étaient pas sur les plateaux télé, c'était d'eux que l'on parlait. Comment est-ce qu'on allait s'opposer à eux, etc. Donc oui, ils occupent l'espace de façon massive, mais à mon avis, il y a une autre raison qui fait que l'abstention ne leur profite pas, en fait. C'est que, en fait, c'est devenu un parti central. Et auparavant, en fait, c'était les partis centraux qui, lorsqu'il y avait l'abstention, en gros, bénéficiaient de petites poussées, parce que c'était leur électorat, parce qu'ils étaient parti central, qui faisait des défections. Aujourd'hui,
Le RN est un parti central. Lorsqu'il y a de l'abstention, eh bien, ils en pâtissent comme exactement tous les autres. Catherine, moi, je ne crois pas ça. Moi, je pense que Marine Le Pen n'est pas forcément impactée par ce résultat. C'est-à-dire qu'à l'élection présidentielle, moi, ce que je pense, c'est que le Front National, le Rassemblement national, a un discours tout à fait centré sur l'action de l'État et que donc, ils n'ont pas réussi à articuler ça avec une élection locale comme ils ne parviennent pas. Jusque-là, c'était pour d'autres raisons. Les élections communales, par exemple, ils n'ont pas de candidats solides, crédibles. Là, aux élections régionales, ils avaient des candidats qui étaient solides et crédibles, mais il n'y avait pas d'articulation entre un discours qui est un discours extrêmement étatiste, en fait, et les élections et l'échelon régional, voire départemental. Donc, moi, il me semble que c'est plus ça qui l'explique que toute autre raison et que ça ne préfigure pas l'échec de Marine Le Pen. Et c'est pour ça aussi que cela reste très important dans la configuration politique nationale. On voit bien que, par exemple, le calcul d'Emmanuel Macron, c'était d'aller forcer Xavier Bertrand à lui demander appui pour battre le Front National. Xavier Bertrand n'en aura pas besoin. Et donc, c'est un énorme revers pour le parti d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, on se rend compte que la droite se met en position de contester Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Donc, il y a le revers pour le parti d'Emmanuel Macron pur, parce qu'il fait un score tout à fait douteux. Mais deuxième élément, c'est qu'en fait, la droite, d'abord, elle clarifie une question, c'est qu'elle ne fera pas d'alliance avec la REM dans aucune région, parce qu'elle n'en a pas besoin. Voilà, elle n'en a pas besoin, non. Dans le PACA, ils sont quand même ensemble. Hein. Oui, c'est déjà fait, mais là où ça, et ça a créé une grave crise à l'intérieur des Républicains. Et là, la question maintenant, elle est réglée par les urnes. Les gens de droite ne souhaitent pas d'alliance avec Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron n'est pas en situation de faiseur de roi finalement, puisque on n'a pas besoin de lui pour pouvoir être élu à la présidence de Auvergne. Ça veut dire, Catherine, pour toi, que l'autre enseignement, c'est que le grand vainqueur ou les grands vainqueurs d'hier soir, c'était la droite, et notamment Xavier Bertrand qui a fait la démonstration qu'il était un rempart. Il a appelé d'ailleurs à briser la mâchoire du Front National. Il a eu des mots très forts hier sur le Rassemblement National. C'est un peu lui le grand gagnant de l'élection d'hier. Il y a Laurent Wauquiez aussi qui a fait un très bon score dans le Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, avec un score très faible, divisé par 2 aussi du Rassemblement National. Il va y avoir un match là entre Wauquiez moi, je sais pas si c'est Xavier Bertrand qui est vainqueur. Bon, c'est certain que ça lui fait quand même une belle carte de visite pour la campagne interne au camp de la droite. Ce que je crois, en revanche, c'est que ça permet à la droite de clarifier finalement ses hésitations stratégiques, puisqu'on sait que ces derniers mois, elle était tiraillée entre une alliance avec l'extrême droite et une alliance avec La République En Marche. Et en fait, là, elle a l'opportunité de se remettre sur son axe et de ne pas être ballottée d'un côté et de l'autre par l'affaiblissement des deux ailes de La République En Marche et de l'extrême droite. Donc je pense qu'en fait, c'est surtout une bonne nouvelle pour les Républicains qui vont pouvoir retrouver une sorte de cohérence interne qui leur faisait totalement défaut. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas non plus exagérer le triomphe de la droite, parce que tout le monde a dit que c'était un résultat miraculeux, spectaculaire. Elle progresse de 3% au plan national, donc c'est une progression, mais ce n'est pas non plus un renversement de tendance. Ce qui l'explique très clairement, c'est un regain de mobilisation de son électorat. Les sorties d'urnes disent que c'est l'électorat de François Fillon qui s'est de très loin le plus mobilisé pour cette élection, et que c'est celui de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen qui s'est de très loin le moins mobilisé pour cette élection. Donc, une droite plus mobilisée et plus cohérente. On va évidemment parler de la gauche parce que, évidemment, on regarde ce qui s'est passé hier avec beaucoup d'attention. Mais encore un mot quand même sur le Rassemblement national parce que, visiblement, le Rassemblement national qui espérait gagner des régions, c'est plus vraiment une réalité pour le second tour, sauf peut-être en PACA où justement il y a encore un peu de suspense parce que la liste de la gauche conduite par l'écologiste, c'est, j'ai oublié son prénom, Jean-Laurent Félicia, a décidé de maintenir sa liste et donc de rendre possible finalement l'élection du Rassemblement national.
L'ensemble des ténors de la gauche appellent à la démission, ou en tout cas au retrait de cette liste au second tour. Pablo, c'est quoi? C'est une stratégie personnelle, c'est une stratégie individuelle, c'est la nécessité de vouloir faire exister la gauche au second tour, et dans cet hémicycle qui n'a pas vu la gauche, il n'y avait pas d'élu de gauche en PACA depuis 6 ans. C'est quoi? Bah non, mais je pense que ce qui est en train de se jouer là avec la liste de cet écologiste, c'est une opposition en fait entre Paris, entre les états-majors parisiens et le local. C'est-à-dire que au plan national, il faut bien sûr se battre contre, enfin faire tout pour que l'extrême droite n'arrive au pouvoir dans aucune région et donc faire barrage, faire ce front républicain que beaucoup de ténors, comme tu l'as dit, de la gauche appellent de leur vœu. Le seul problème, c'est qu'en fait, au plan local, dans le PACA, ils ont besoin d'une opposition de la gauche et des écologistes au conseil régional pour pouvoir exister. Je ne parle même pas de la question de gens qui veulent absolument des places de conseillers régionaux, mais c'est juste pour pouvoir exister au plan local. Parce qu'il faut savoir que entre 2015 et 2021, il n'y avait déjà pas de gauche en fait dans le conseil régional de PACA, comme il n'y en avait pas non plus dans les Hauts-de-France. Et c'est ça en fait que aussi dit Jean-Laurent Félicia en disant je me maintiens contre les états-majors parisiens. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Moi, on se souvient en 1995 à Toulon, il y avait aux élections municipales, le candidat socialiste s'était un peu de la même façon maintenu au second tour, et c'est ça qui avait fait gagner le Chevalier, le candidat du Front National, à la mairie de Toulon, ce qui avait permis en fait au Front National d'avoir sa première grosse mairie. Donc c'était dès ce moment-là, le maintien en fait d'une candidature de gauche qui avait permis l'élection d'un Front National dans une grande ville. Donc là, il risque peut-être effectivement de se passer la même chose, mais encore une fois, je pense qu'il faut bien comprendre aussi la différence en fait entre les réalités locales et les réalités nationales qui sont pas forcément les mêmes. Tu penses que c'est une rupture du pacte républicain, enfin du front républicain, à travers la démarche de M. Félicia? Moi, je ne crois pas à l'argument qu'il est si décisif et si important d'avoir des représentants dans l'hémicycle régional. Franchement, je pense que, évidemment, c'est mieux d'avoir des élus dans les hémicycles qui viennent porter la contradiction et porter la voix d'une alternative, de lutte, etc. Donc, je ne suis pas du tout en train de dénigrer l'importance d'avoir des élus, mais je ne pense pas que c'est ça qui peut déterminer le choix de se maintenir ou de ne pas se maintenir. Franchement, je suis très partagée sur le choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'à la fois, si ça se traduit par le fait que Mariani prend la région, ça serait vraiment très, très préjudiciable et ils le paieront politiquement. Je pense que ça leur coûtera cher. Ceci étant, j'ai le sentiment, moi, comme ça, mais peut-être je me trompe, vu de loin, que la dynamique d'extrême droite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une décision qu'ils prennent hier soir, au vu des résultats, que la dynamique d'extrême droite n'est pas forte, n'est pas si forte que ça, et donc ils font le pari que Mariani ne peut pas l'emporter et que en fait, ils peuvent se maintenir comme peut se maintenir Karim Adeli. Il n'y a aucun risque, je dirais, dans le Nord que Xavier Bertrand soit battu par Chenu, qui fait 20 points de moins que 2015, par rapport à 2015, ouais. Oui, non, pas par rapport à 2015. Il fait 20 points de moins par rapport à Bertrand. Bertrand fait 44 et Chenu fait 24, donc il n'a aucune chance de gagner. C'est quand même pas tout à fait la même situation en PACA. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de cautionner une disparition ou le fait de placer la droite comme un rempart face à l'extrême droite. Une droite qui est… Alors hier soir, je ne sais pas si vous avez noté l'intervention de Wauquiez, c'était absolument hallucinant, quoi. Je veux dire, c'était un discours d'une extrême droitisation vraiment, vraiment choquante, son premier point, c'était de dire on ne fera plus d'aide aux délinquants, c'est ça, c'était la région n'aidera plus les délinquants, comme si c'était ça le cœur des préoccupations et de la politique régionale, et comme si c'était elle qui a aidé les délinquants. Enfin, c'était affligeant, quoi. Donc, moi, je suis partagée.
on passe à gauche. Quelle lecture vous faites de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé à gauche? Il y a eu quelque chose d'intéressant hier parce que, effectivement, les sondeurs nous expliquaient un peu les équilibres nationaux entre droite et gauche, la droite qui pèserait autour de 28%. Et puis, il y a eu ce phénomène des sondeurs qui ont fait un bloc de gauche qui serait à 34% et qui serait rassemblé, en tout cas, la première force politique du pays. Est-ce que c'est légitime de parler d'un bloc de gauche avec un PS qui plafonne quand même à 16% quand les Verts sont testés à 13% et la France Insoumise, je crois, à 5%. Est-ce que tout ça est tronqué? Est-ce qu'on peut véritablement parler de bloc de gauche, Catherine? Allez. Quand même, quand on vote à gauche, on ne vote pas à droite. Enfin, moi, je pense qu'au contraire, ce qui est tout à fait clair, c'est qu'il y a une repolarisation. On est à gauche ou on est à droite. Et quand on vote socialiste, écologiste ou France Insoumise ou Parti communiste, je pense que c'est un positionnement sur l'échiquier gauche-droite tout à fait clair. Donc, je pense que c'est légitime d'en faire un bloc. Ceci étant, ce qu'on peut noter, moi, je note deux choses fondamentalement, c'est que les listes de large rassemblement de gauche n'ont pas réussi. Karima Delli, dans le Nord, fait un résultat, enfin, on vient d'en parler, c'est-à-dire que deux listes qui rassemblaient tout ou l'essentiel des forces de gauche font quand même de très petits résultats dans des régions dans lesquelles la gauche, c'est quand même pas rien. Ouais. Donc, ça me paraît de voir, c'est-à-dire que les électeurs ne sont pas convaincus par ça, c'est-à-dire qu'ils se situent à gauche, mais que dans la gauche, il y a vraiment, vraiment des différences et qu'il n'y a pas d'artificielle union possible qui puisse créer de la dynamique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je remarque aussi, c'est que les Verts multiplient par 2 leur score des dernières régionales, qui certes n'était pas très bon, mais enfin qui est quand même 13,2, c'est quand même pas mal. Tandis que le Parti socialiste qui est donné à 16,5, en fait, il faudrait faire une analyse séparée de là où ils sont sortants et de là où ils ne sont pas sortants. Parce que quand ils ne sont pas sortants, ils sont autour de 10. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même très, très faible. Île-de-France, Audrey Pulvar, Rhône-Alpes, Najat Vallaud-Belkacem. Je veux dire, c'est quand même des endroits où sont des personnalités et des lieux où la gauche socialiste avait de l'influence et ce n'est là, il y a vraiment une faiblesse très, très grande. Donc, à l'intérieur du groupe de gauche, il y a des rééquilibrages qui se sont faits en faveur des écologistes. Pour moi, je ne sais pas pourquoi ça n'est pas relevé comme ça. Je pense que c'est quand même assez patent. Ça ne fait pas spectaculairement, ça ne fait pas un effet spectaculaire comme pour les municipales où ils ont pris de grandes villes. Là, ils ne vont pas prendre de région très probablement, mais le rééquilibrage au sein de la gauche est quand même très, très fort. Ils ne peuvent pas prendre de région, possiblement dans les Pays de la Loire où le score des écologistes est plutôt très favorable. Ils ont la possibilité de gagner l'élection. Mais Pablo, tu es d'accord avec Catherine, Europe Écologie Les Verts est en train de gagner le leadership à gauche? Ouf, ça, je ne sais pas si c'est tout, hein. Non, mais ça, c'est quand même aller un peu vite en besogne parce que, effectivement, si la notion de bloc des gauches et des écologistes est pertinent en fait pour l'élection régionale, parce que de toutes les façons, voilà, la première force de la gauche et des écologistes à ces premiers tours, nécessairement derrière, les autres allaient se ranger pour le second tour. Donc ça, c'est logique. Le seul truc, c'est en tirer des enseignements nationaux et croire en fait que parce qu'il y a un bloc des gauches et des écologistes qui est important, voilà, on a une solution à notre problème à gauche est complètement faux. Enfin, je veux dire, c'est exactement ce que dit Catherine. Les différentes sensibilités sont encore, en fait, se sont même parfois réaffirmées pendant cette campagne. Et je pense qu'à la rentrée, on aura exactement le même problème. Alors, à savoir si Europe Écologie Les Verts a pris un vrai leadership, bon, déjà, il y a le problème de l'abstention qui grève quand même toute analyse un peu fine des différents électorats, parce qu'on sait qu'à l'élection, Catherine l'a dit tout à l'heure, à l'élection présidentielle, il n'y aura pas cette abstention. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est tellement disparate en fait entre les régions, entre les candidats, etc. Puis en plus, sans atteindre des scores mirobolants. Mais si on prend, en gros, le Sud-Ouest, on a l'impression que c'est les socialistes qui ont gagné, mais en même temps, c'est des présidents sortants. Alain Rousset et Carole Delga, qui ont fait près de 40% tous les deux. Mais si on prend les autres régions, effectivement, c'est relativement faible, même pour Europe Écologie Les Verts. Donc, après, ce qui est certain, c'est que, mais c'était vrai aussi pour la droite,
c'est qu'en fait, tout le monde va tirer la couverture à soi. C'est-à-dire, les écologistes, exactement comme les LR vont dire, bah, regardez, on a fait des scores formidables, donc bah, voilà, moi, Xavier Bertrand, il faut que je sois président de la République, ou Laurent Wauquiez va dire exactement la même chose. Bah, les Verts vont pouvoir dire ça aussi. Ils vont dire, regardez, nous, on a fait des scores pas mal, donc c'est nous qui devons prendre le leadership à gauche. Ouais. Après, il va falloir faire attention dans l'analyse du discours qui va être produit par les hommes et les femmes politiques d'Europe Écologie Les Verts ou des autres ouais. partis. Je voudrais rajouter une petite chose, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a un processus de réunification de la droite. C'est-à-dire qu'il y a, tandis qu'à gauche, non seulement c'est entre les forces politiques de gauche, mais par contre, à l'intérieur même des forces de gauche, on voit, forces de gauche et écologistes, on voit encore les processus d'éclatement à l'œuvre. On l'a vu, la campagne d'Audrey Pulvar a été quand même très, très secouée aussi par ce processus d'éclatement à l'intérieur du Parti socialiste. Au fond, entre ceux qui sont toujours tirés vers un tropisme macronien et puis ceux qui sont prêts à être plus à gauche, à avoir une politique plus à gauche. Et pour les écologistes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe écologiste, le bloc écologiste, il est uni par la préoccupation écologique. On ne peut pas dire qu'il soit uni par une perspective politique commune. Enfin, franchement, entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, il y a de la marche, quoi. Hein. On ne va pas se mentir, hier aussi, tous les états-majors à gauche ont observé de près ce qui s'est passé en Île-de-France, puisqu'il y avait évidemment 3 listes de gauche et les écologistes qui étaient concurrentes en compétition, en tout cas au premier tour, et qui, dans les sondages, se donnaient à touche, enfin, qui étaient très proches les unes des autres. Clémentine Autain a obtenu autour de 10%, Audrey Pulvar autour de 11% et Julien Bayou pas loin de 13%, donc pas loin de 14% même, je crois. Presque 14%, ouais. Non, pas loin de 13%, pardon. Il talonne d'ailleurs, il passe devant le candidat de La République En Marche et pas loin du Rassemblement National qui est lui plus bas que prévu. Quelle lecture vous faites de ces résultats en Ile-de-France, Pablo? Tu fais quoi comme lecture? Bah, déjà, Valérie Pécresse a remporté son pari. Enfin, je veux dire, elle a fait un score énorme. Je sais qu'on devait parler de la gauche, mais enfin, c'est quand même elle qui a remporté le scrutin hier. Hein. Elle a fait plus de 36%. Hier, son discours était absolument triomphant. Mais c'est intéressant, elle a étrillé dans son discours l'extrême gauche, enfin ce qu'elle appelle l'extrême gauche. C'était vraiment genre le temps important de son discours, c'était étrier l'extrême gauche. Alors, je ne sais pas trop qui elle visait, j'imagine elle a qu'elle choisi Mélenchon, effectivement, dans son discours, elle visait voilà. Jean-Luc Mélenchon, donc on avait le sentiment qu'elle prenait Clémentine Autain comme étant Exactement. son opposant. Alors que c'est la plus faible des trois listes de gauche, Clémentine Autain. Non, elle veut déconsidérer l'alliance. C'est un petit peu ce que, du côté du Parti socialiste, on a même commencé à laisser entendre hein, comme musique. C'est-à-dire qu'en fait, s'allier avec Clémentine Autain, ça serait s'allier avec les islamo-gauchistes et avec les gens qui seraient tendancieux avec la République. Donc, je veux dire, quand elle étrille l'extrême gauche qu'elle vise, c'est à déconsidérer l'alliance qui va se constituer avec Julien Bayou en tête de liste. Donc, et comme c'est réellement son opposition et qu'ils ont une toute petite chance d'y parvenir, si le vent souffle. C'est ça. En fait, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'en vérité, c'était presque inespéré que les 3 listes de gauche et des écologistes fassent plus de 10%, que les 3 fassent plus de 10%. C'est-à-dire que, en fait, la gauche, dans les sondages en Île-de-France, faisait, dans les étages les plus faibles, en gros, en dessous de 30%. Là, on est au-dessus de 30%. On est bien au-dessus de 30%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une gauche en Île-de-France, mais d'ailleurs comme dans beaucoup de régions. Et ça, c'est un enseignement qui est plutôt heureux pour notre camp politique. Et il va falloir capitaliser là-dessus. Alors après, la question, ça va être quel discours en fait va porter Julien Bayou, donc qui est le premier des trois gauches et des écologistes, quel discours il va porter? Est-ce qu'il va porter plutôt un discours pour essayer d'aller chercher les voix du côté de Laurent Saint-Martin, ou est-ce qu'il va plutôt chercher il va porter un discours en assumant en fait sa gauche et les gens qu'il va représenter sur sa liste, parce que, à mon avis, des insoumis, des communistes et des socialistes vont entrer sur sa liste. Est-ce qu'il va assumer un discours plus à gauche? Je ne sais pas quel choix il va faire, parce que le problème, c'est que tout ça, il faut ne pas l'oublier, est un peu parasité par les ambitions présidentielles
d'Europe Écologie Les Verts, du parti écologiste. C'est-à-dire qu'ils sont aussi dans une démarche ensuite de primaire qui va avoir lieu en septembre et ensuite d'opposition avec ces autres forces, ces autres sensibilités de gauche dans la perspective de 2022. Alors moi, j'ai l'impression que Bayrou devrait ne pas oublier l'abstention. La gauche totale, au total, faisait 42% à la dernière régionale, où elle perd la région. Et là, elle fait 34%. Donc, il lui reste quand même de la réserve à gauche qu'elle n'a pas mobilisée. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'électorat de droite qui s'est le plus mobilisé. C'est donc l'électorat de gauche qu'il faut le plus mobiliser. S'il fait un discours à l'eau tiède, à mon avis, il va avoir du mal à mobiliser cet électorat. D'autant que le résultat que fait Clémentine Autain à plus de 10%, il faut se souvenir qu'en 2015, le Front de gauche, qui était une liste emmenée par Pierre Laurent, a fait 6 et quelques. 6,7, oui. Ouais, 6,7. Donc là, elle fait 10,2, donc elle fait 4,5 de plus. Donc c'est quand même une progression très significative en termes de pourcentage, peut-être pas en termes de voix, compte tenu de cette abstention. L'autre chose que cela dit, c'est qu'en Île-de-France, on a d'abord 3 formes de gauche qui sont de poids équivalent. C'est quand même pas totalement négligeable. Et en particulier, la gauche la plus conséquente, je ne sais pas comment on peut la dire, voilà, la gauche la plus à gauche, c'est-à-dire celle qui était incarnée par Clémentine Autain, fait un résultat d'abord au-dessus de 10 et qui est conforme à l'histoire politique de l'Île-de-France, c'est-à-dire que c'est attendu. Et enfin, la troisième chose que moi j'ai regardé, c'est qu'elle fait un très bon résultat en Seine-Saint-Denis, puisqu'elle fait plus de 20% en Seine-Saint-Denis, elle fait un très bon résultat dans sa circonscription où elle fait 30%, donc elle est bien ancrée dans son territoire, dans son département et dans ce département le plus populaire de la région parisienne, mais elle fait aussi un très bon résultat à Paris. Et elle fait plus de 11 à Paris, 11,7. Elle est la première également dans le 20e arrondissement, c'est-à-dire l'arrondissement le plus populaire de Paris. Donc elle est à la fois bien dans les catégories populaires et dans les centres urbains, là où se trouvent les catégories, je dirais, intellectuelles, créatives d'aujourd'hui. Donc, elle réussit cet alliage qui est, à mon avis, l'alliage stratégique pour l'avenir, c'est-à-dire les catégories populaires d'une part et d'autre part les forces créatives qui sont dans les centres urbains et métropolitains. Et Clémentine fait ça et elle redonne à la gauche de gauche sa place, c'est-à-dire une place qui n'est pas une place mineure, mais qui est une place à la table des grands. C'est lié à quoi? C'est lié au profil de Clémentine? Parce que quand on observe les résultats où là où la France insoumise ou avec le Parti communiste français avait des listes ensemble, c'est pas des scores aussi bons qui ont été faits. Je pense à Sébastien Jumel, notamment en Normandie, qui a fait un plutôt mauvais score. Comment on explique qu'en Île-de-France, le score de la France insoumise... Moi, je pense qu'elle représente exactement ce que, enfin, moi, il me semble, hein, c'est-à-dire les deux catégories les plus stratégiques, c'est-à-dire les catégories populaires dans lesquelles elle a réussi quand même une belle percée, je vous dis encore une fois, en Seine-Saint-Denis, dans le 20e, dans sa circonscription. Donc, elle est forte dans les catégories populaires. Et puis, elle représente, par son discours, par son histoire, par sa personnalité, par les combats qu'elle a menés, elle est en adéquation avec les habitants de la grande Île-de-France. Et je pense que c'est ça qui explique son résultat et qui est, à mon avis, le cœur du succès de notre famille politique si on la prend au sens où Regard le prend. De façon, oui, se positionne, mais de façon large. C'est-à-dire, nous, on n'est pas partisans, mais on est quand même du côté de la gauche transformatrice, on va dire. Pablo, un mot quand même, dernier peut-être sur la gauche. On a vu qu'on n'a pas parlé des départementales, très peu hier ont été débattues la question des départementales, mais on s'aperçoit par exemple dans le Nord que là où la gauche fait 20%, au département, certains cantons, la gauche dépasse les 40%. C'est quoi? Comment on l'explique ça? La gauche visiblement fait des meilleurs résultats dans des cantons là où au régional, elle fait des mauvais résultats. Bah non, mais en fait, les dynamiques ne sont pas du tout les mêmes, à mon avis, pour les régionales et pour les départementales. Hein. Il y avait qu'à voir. Moi, j'étais ce week-end dans une ville de l'Allier, dans un petit village de l'Allier qui s'appelle Étroussat. Et bien, dans ce petit village, vous aviez des gens qui
en fait, était à peine au courant en fait, de ce qui se passait au niveau régional, pour qui il fallait voter, etc. C'est dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ils savaient à peine pour qui il fallait voter au niveau régional. Par contre, au niveau de leur canton, ils connaissaient les candidats et ils savaient parfaitement pour qui ils avaient envie de voter. Donc, il peut y avoir effectivement des distorsions à cet endroit-là, et c'est tout à fait logique, et c'est même, je vais vous dire, sain pour la démocratie, parce que les ressorts en fait d'une politique régionale ne sont pas forcément les mêmes que pour le département. Et en plus, j'ajoute que souvent le rôle du département est beaucoup plus compris par pas mal de Français, parce qu'il y a tout ce pan lié à l'action sociale, en fait, notamment la prise en charge des plus vieux, des plus âgés. Et là, les gens ont vu l'action en fait, du département sur leur quotidien, enfin sur le quotidien plutôt des aînés, notamment pendant la période de Covid. Catherine, les cartes sont rebattues pour la présidentielle, notamment à gauche, tu penses, après ce scrutin? Non. Non, justement, ce que je pense, c'est que on a le miroir de l'extrême éclatement à gauche, et que je crois, enfin, moi, je n'ai jamais vraiment cru à cette idée qu'il fallait un candidat unique et que c'était ça qui allait générer une dynamique. Je crois que là, on voit que ça ne marche pas. Moi, ce que je pense, c'est que ça dit que la gauche a besoin absolument, et dans les familles elles-mêmes, hein, je vous dis encore une fois, ce n'est pas simplement un problème de toute la gauche, c'est un problème de chaque famille de gauche, de retrouver sa dynamique, de retrouver son point d'équilibre, son projet, son articulation avec la société. Et puis, je pense que ça confirme plutôt ça que l'idée qu'on va se mettre tous autour d'une table pour sortir du chapeau le bon candidat. Allez, j'ai une dernière question pour tous les deux. Dimanche prochain, pour qui le président de la République va-t-il voter? Encore faut-il qu'il se déplace pour aller voter. Ouais, il va se déplacer, il va être au Touquet. Pour qui il va voter Emmanuel Macron? Moi, franchement, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Non, mais c'est intéressant. Il va voter pour Xavier Bertrand. Il va mettre un bulletin Xavier Bertrand dans l'urne dimanche prochain. C'est tout un symbole quand même, non? Je n'avais même pas pensé. Oui, il y a peu à parier qu'il va voter pour Karima Delli. Ça, il y a peu de chances qu'il vote pour Karima Delli. Il y a peu de chances qu'il vote pour Sébastien Chenu. Donc, il votera aucune chance qu'il vote non plus pour Sébastien Chenu. Ça, je ne le crois pas du tout. Il peut voter blanc. Hein. Oui, enfin bon. En tout cas, il a gravement planté son pari dans les Hauts-de-France. Hein. Ouh la vache! Il a planté son pari et il voulait surtout diviser. Son principal pari, c'était de diviser ou de fractionner la gauche et la droite. Et au final, non seulement il n'a pas réussi à implanter des élus, mais en plus, il a raté le pari de diviser la gauche et la droite. Oui, il a surtout raté le pari de mettre Xavier Bertrand à sa botte. Hein. C'est arrivé que Xavier Bertrand soit dépendant, lui soit redevable de son élection à la présidence des Hauts-de-France. Et Xavier Bertrand va être élu sans Emmanuel Macron. Qu'Emmanuel Macron vote pour lui ou vote blanc, ça ne changera rien à l'élection de Xavier Bertrand. Mais pour le coup, c'est pas du tout à double sens. C'est-à-dire que Xavier Bertrand avait besoin d'asseoir sa légitimité sur le vote de ces régionales, mais Emmanuel Macron n'en a absolument rien à faire. Enfin, je veux dire, le revers que La République En Marche a pris dans la figure hier ne va absolument pas jouer dans la candidature d'Emmanuel Macron en 2022. Il peut faire un excellent score en 2022 tout en s'étant pris une baffe, entre guillemets métaphorique celle-là, hier. Je ne suis pas sûre. Franchement, là, pour moi, je ne suis pas sûre. Moi, je pense que Marine Le Pen n'a pas réussi à mobiliser son électorat parce que c'est un électorat qui est positionné sur les enjeux nationaux, régaliens, politiques. Mais Macron aussi. Oui, mais sauf que son électorat… Macron, en fait, il y a trois candidats. Les trois candidats, en fait… L'électorat de Macron, c'est un électorat CSP+, qui va voter à toutes les élections et là, qui ne l'a pas soutenu. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est fini, ça. En fait, le truc, c'est que… Tu l'as dit tout à l'heure, en fait. Tu as dit Marine Le Pen… en fait, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont tous les trois mis l'accent, en fait, dans leur discours et depuis pas mal de temps, sur le régalien, sur l'État, etc. Pas sur les territoires. Ils en ont absolument… Enfin, je veux dire, ils n'ont pas développé ni des partis qui étaient en lien fort avec les territoires. Ça les intéresse finalement assez moyennement. Et dans leur discours, on parle sans arrêt de l'histoire de la France. Enfin, à la fois, les références culturelles sont liées à l'échelon national et aussi les solutions qui sont apportées aux différentes solutions sont des solutions nationales.
qui sont différentes hein, pour les trois. Mais donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire l'échelon régional ou même l'échelon local? C'est normal qu'à chaque fois, ils se prennent des râteaux, en gros, à toutes ces élections. Macron, il a la politique de la compétence aussi. Oui. Il est toujours en train de vouloir prouver que lui, il gère bien, qu'il est compétent, qu'il sait rassembler des énergies, le truc, le machin. Ben voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la forme de discours, évidemment pas du tout comparable, de la France insoumise et du Rassemblement national n'est pas du tout de même nature que celui d'Emmanuel Macron. Et je pense que là, il y a quand même un désaveu très grand de sa politique. Ils ont quand même levé le couvre-feu et le port du masque pour les aider à ce que tout le monde les crédite de la bonne gestion de la crise Covid en espérant que ça allait leur faire donner un peu de vent dans les ailes. Ça n'a rien produit, quoi. J'ai une question en fait qui vient de me venir et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que ça paraît assez contradictoire quand on regarde les résultats de ces élections. On voit que le parti d'Emmanuel Macron n'existe pas dans les régions. On voit que le PS s'en sort pas si mal. L'Europe Écologie Les Verts fait plutôt un bon score. Quand la France Insoumise est en tête, notamment l'Île-de-France, ça fait plutôt des pas trop mauvais scores non plus. Et inversement, quand on teste les candidats, les incarnations de ces mouvements, de ces forces politiques, on voit que inversement, Jean-Luc Mélenchon est plutôt haut dans les sondages quand le parti de Anne Hidalgo et Yannick Jadot sont plutôt faibles. Emmanuel Macron, dont le parti vient d'échouer littéralement à l'élection régionale, est plutôt haut dans les sondages testés comme à la présidence de la République. Comment vous expliquez cette contradiction? Le score de Mélenchon au régional n'est pas très bon et en même temps, quand il est testé en tant que candidat, il surclasse toute la gauche. Les Verts font un bon score et pourtant Jadot est testé à 6,7. Anne Hidalgo, elle est testée à 6,7 aussi, alors que son mouvement régional est plutôt testé à 16%. Comment vous expliquez ces contradictions? Okay. Non, mais je pense que c'est une question. Non, mais ce qu'on dit, en fait, c'est une question de quel discours en fait porte. Mais est-ce que ça veut pas dire, est-ce que ça veut pas dire, d'une certaine manière, compte tenu de l'abstention, c'est que aussi la politique, c'est une histoire d'incarnation. On est dans un système présidentiel, régime présidentiel, et il y a une absence d'incarnation finalement. Je pense surtout qu'on fait confiance en fait aux vieux appareils, à savoir Parti socialiste et la droite traditionnelle des Républicains, pour bien gérer en gros des régions et des communes, hein, parce que c'était déjà le cas. Enfin, LR avait aussi remporté énormément de communes. Primo sortant, quoi. En revanche, lorsqu'il s'agit de genre... Primo sachant. Ceux qui ont l'expérience de la gestion locale, quotidienne, etc. C'est-à-dire que c'est. En revanche, quand il s'agit de tracer en fait une route pour plus tard, pour la France, etc. Ben, là, tout d'un coup, en fait, les sensibilités en fait, se déplacent un peu et, parce que les interrogations ne sont pas les mêmes. En vérité, je pense que le caractère de... Enfin, la symbiose quasi charnelle en fait, qu'on a avec l'idée de la France, l'idée de la République, l'idée de la démocratie, l'égalité de la justice ou l'idée de, je sais pas, de l'égalité, et ben, tout ça en fait, se remplissent en fait, des différents discours beaucoup plus que lorsqu'il s'agit de désigner un maire ou de désigner un conseiller régional. Où là, tout d'un coup, c'était même le cas à Paris. Tu parlais d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, lorsqu'il s'agit de se présenter à Paris, elle dit, bon, voilà, ça c'est mon bilan, je vais vous mettre des pistes cyclables ici, je vais vous mettre des arbres ici, et voilà ma politique. Mais lorsqu'il s'agit d'être la présidente de la France, parce que c'est ça un peu qu'elle a envie de faire, d'être la présidente de la France, là, tout d'un coup, il y a un peu un problème parce que c'est pas juste mettre une piste cyclable ici et mettre un peu des arbres par ici. C'est pas juste de la gestion. Et souvent, j'ai l'impression que dans les mairies ou dans les conseils régionaux, on peut se contenter en fait d'une vision gestionnaire bonne, hein, avec quand même des directions, mais de rester à ce niveau-là. Or, pour passer au niveau national, il faut avoir beaucoup plus d'amplitude, avoir une idée, en fait, proposer un récit pour la nation, et ça, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas donné à tout le monde et à toutes les forces politiques. Oui, non, mais c'est la question, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Pablo, c'est la question aussi que ce qui motive les jeunes et les catégories populaires, il faut quand même que tout ça, ça soit rassemblé dans une synthèse entre un discours, une attitude, un comportement, une personnalité, et ça c'est certain que de ce point de vue, les enjeux d'incarnation à l'élection présidentielle ne sont pas du tout, on ne peut pas du tout les rabattre sur de la pipolisation de la politique. Ça, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est très important de donner à voir
une attitude face aux questions et que donc on a cette importance des personnes à l'élection présidentielle. Moi, je pense quand même que pour Emmanuel Macron, ce n'est pas de même nature. C'est-à-dire, je crois que la déconvenue qu'il vient de vivre est une très grosse alerte pour le parti d'Emmanuel Macron. Je pense que ce n'est pas de même nature pour Marine Le Pen, qui espérait quand même asseoir sa crédibilité. Hier soir, ils faisaient quand même salement la gueule de leurs résultats parce qu'ils espéraient dire, voyez, on est capable de gérer, on gère des grosses régions et qu'ils pensaient, parce qu'ils ont quand même cette espèce de plafond de verre sur leur crédibilité à prendre en charge des affaires complexes à un échelon supérieur à celui de la commune. Et ils ont besoin de faire cette preuve-là. On ne gagne pas l'élection présidentielle si l'on ne convainc pas de sa capacité de gérer. Il faut un discours, mais il faut aussi une compétence. Et elle est prise en défaut sur sa compétence. Par contre, Macron, il a le discours de la compétence et il a un discours de la compétence à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'il est quand même aussi celui qui est capable de parler à l'échelle internationale, mais qui aussi parle de la Startup Nation, c'est-à-dire de la compétence très locale, de l'initiative des entreprises, etc. Et le fait qu'ils prennent cette tôle, je pense que ça ne peut pas être rapporté simplement à l'échelon local où il manque de force et de je ne sais quoi. Il avait quand même des ministres, plus de 15 ministres engagés. Il s'est engagé lui-même, le Premier ministre s'est engagé, donc il avait des forces symboliques qui se sont mis dans cette campagne, dans cette bataille. Et ça marche avec son discours. C'est-à-dire, son discours est aussi un discours de la mobilisation de la société, d'une certaine société, de la société des entrepreneurs, etc. Donc, je crois que là, c'est quand même une grosse alerte pour Emmanuel Macron. Bon, ben merci à tous les deux et merci à tous les deux, ça suffit. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Puis on se dit à lundi prochain. On sera de nouveau peut-être. Exactement. On proposera un autre regard post-second tour. Ciao. Bonne journée. Salut. Ciao.